tous. Merci d'être là avec nous sur cette session sur les nouvelles règles du financement dans la tech. Je suis Arthur Poré, moi, cofondateur d'Avolta. On est une banque d'affaires leader en Europe sur les transactions M&A dans la tech et en particulier dans la fintech. Alors, si on prend un peu de recul sur les 10 dernières années qui viennent de se passer, on sort d'une décennie qui est complètement folle, avec du capital abondant et peu cher, une logique de croissance à tout prix, des valorisations complètement débridées. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, hein, le contexte a drastiquement changé. Juste pour poser le décor, je vais vous donner quelques chiffres rapidement. En France, on est passé de 14 milliards levés en 2022 à 7 milliards en 2025, donc une grosse baisse. Quand on regarde dans la fintech, pareil en France, ce qui s'est passé, on est passé de 3 milliards en 2022 à peu près 500 millions en 2025, et aussi avec un nombre de deals qui a été divisé par 3. Donc, je ne veux pas plomber l'ambiance, désolé. Et en même temps, sur les valorisations aux US, les multiples de valorisation des boîtes cotées dans le software sont passés de 17 fois l'ARR fin 2021 à 4 fois l'ARR aujourd'hui. Au-delà des chiffres, ce qui change vraiment aujourd'hui, ce sont les règles du jeu. La croissance du chiffre d'affaires n'est plus le critère universel pour mesurer la performance des entreprises. Il y a d'autres critères. La rentabilité, notamment, est devenue un des critères aussi très importants à prendre en compte. Dans le même temps, on voit aussi une convergence des différents types d'investisseurs, du venture capital, du private equity. Et du coup, les entrepreneurs se posent pas mal de questions. Moi, je leur parle un peu tous les jours et ils se posent des questions sur la direction qu'ils doivent donner à l'entreprise. Est-ce que je dois accélérer sur la croissance? Est-ce que je dois atteindre la rentabilité, freiner sur la croissance? Il y a tous ces, il y a tous ces sujets qui doivent être pris en compte. De la même manière, est-ce que c'est le bon moment dans ce contexte pour lever des fonds? Si oui, avec qui je le fais? Avec plutôt des investisseurs du venture capital, avec des investisseurs du private equity? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vendre, tout simplement? Voilà, donc tout un tas de questions, on va essayer de répondre, entre autres, à ces questions-là aujourd'hui. Pour parler de tout ça, on a la chance d'avoir 3 intervenants avec des profils très complémentaires. Elina Berebi du fonds d'investissement, cofondatrice du fonds d'investissement Revaya. Geoffroy Guigou, fondateur de la FinTech United. Et Quentin Hickmans, fondateur du startup studio Exa. Merci à tous les 3 d'être là. Alors, je vous propose de commencer assez simplement. Peut-être, Elina, si tu veux bien ouvrir le bal. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Revaya et sur ce qui a changé pour toi aujourd'hui dans les critères pour réussir une levée de fonds? Bonjour à tous et merci Arthur pour l'invitation. Donc Revaya, on est un fonds que j'ai cofondé et qui est un spécialiste des transactions et des investissements growth. On fait ça partout en Europe. En étant nous-mêmes pan-européens entre Paris, Londres, Berlin et Munich. Et je suis hyper heureuse d'être sur ce panel parce que ce panel raconte un peu mon histoire personnelle et professionnelle, puisque j'ai eu la chance d'accompagner Geoffroy Guigou pour un autre fonds dès 2014. Et je trouve que c'est une formidable histoire de la FinTech. Et j'ai la chance avec Quentin de partager un investissement, et j'espère plus, qui, je pense, raconte une autre histoire encore de l'univers de la scale-up. Donc, ravi d'être là. Non, ce qui a changé pour nous, et finalement, United et puis d'autres sociétés l'incarnent hyper bien, c'est qu'on sort d'un monde où la croissance était un peu le seul prisme à travers lequel les investisseurs appréciaient les sociétés. Et dans un monde à taux zéro, il était certainement facile de faire de la croissance et de lever beaucoup d'argent. Un monde qui devient, côté investisseur, beaucoup plus discriminant, et je pense que ça s'est encore accéléré ces dernières semaines, littéralement, avec tout ce qu'on a appelé la SaaSpocalypse. Donc en tout cas, une baisse très forte des comparables sur les marchés cotés. Et du coup, un univers d'investisseurs qui ségrègue vraiment les sociétés qui ont et qui est obligé de rentrer dans le détail en fait des modèles d'affaires et à quel point on est défensible d'un point de vue technologique. Et à quel point on crée des barrières à l'entrée qui vont au-delà du produit. L'IA a complètement bouleversé notre approche de ce qui constitue de la défensibilité. Et donc ça change beaucoup. Et comment ça se traduit dans le marché? Donc tu l'as décrit par la quantité de levées de fonds et les montants levés. Nous, on le voit très bien. Nous, on sort d'un monde où, dans le début des années 2020, fin des années 2010, où les sociétés enchaînaient un certain nombre de levées de fonds.
Cela s'est recomposé aujourd'hui en rentabilité qui arrive plus rapidement. Et pour nous aussi, investisseurs, davantage de transactions secondaires, davantage dès les moments du growth, donc quand les sociétés sont encore littéralement des startups ou des PME, davantage de trajectoires qui ressemblent un peu au private equity, au sens où les sociétés deviennent consolidatrices de leur secteur et font pas mal de M&A. Merci. Alors, on reviendra à ça après, justement, sur les nouvelles opérations, les nouvelles façons de faire des opérations de capital. Peut-être, Quentin, tu peux nous redire un tout petit mot sur Exa et comment, justement, ce changement de cycle qu'on est en train de voir, ça impacte la manière dont vous construisez les entreprises dès le démarrage. D'accord. Donc bonjour à tous, Quentin, cofondateur de Exa. Exa qui aujourd'hui est un peu une plateforme qui a, sur les 15 premières années, créé beaucoup d'entreprises, une cinquantaine dans le software. Donc on a surfé sur cette vague d'hypercroissance où l'objectif de l'entreprise est que les entreprises deviennent indépendantes, élève un seed. Ça, Arthur, ça n'a pas changé. Ça reste la même chose. Quand vous démarrez un projet, vous devez avoir du financement au départ. Il n'y a pas encore moyen de faire avec Cloud Code entièrement une entreprise sans fonds. Il faut créer une équipe. Une entreprise, ce n'est pas juste quelques lignes de code. C'est également savoir ce qu'on veut faire, démarcher les clients, comprendre les barrières à l'entrée de ça. Donc le financement en seed, je ne sais pas si toi tu as les statistiques, mais je pense qu'il souffrira moins que le capital croissance qui, lui, a quand même énormément changé. Donc moi je fais le métier maintenant depuis une quinzaine d'années, donc on a un portefeuille d'entreprise qui est soit très jeune, qui prend le pli dès la sortie de seed de se mettre ce qu'on appelle default live, ce qui n'était plus du tout le cas à partir de 2018-2019. On faisait une levée de fonds et on allait dans l'hypercroissance en se disant mais dans 18 mois, si on est à tel stade, de toute façon, on relève de l'argent et on continue dans le cycle d'hypercroissance. Ça, c'est terminé. Donc, on gère l'entreprise, on gère son cash burn en se disant, mais si jamais je n'ai pas de nouvelle levée de fonds, je peux passer la barrière de la rentabilité et donc cash flow break-even où on s'offre sur la rentabilité et on grandit plutôt à 20, 30, 40% par an. Et ça démarre plutôt à partir de la série A ou vers la série B. Et là, ce phénomène-là, on le voit. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, Elina, comment est-ce que toi tu vois concrètement les critères pour réussir une levée de fonds? Quand tu vois une boîte, comment tu qualifies? C'est quoi les critères principaux? Comment tu arbitres entre la croissance et la rentabilité, justement? C'est quoi tes critères? Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde à deux vitesses et c'est reflété dans le portefeuille qu'on construit. On croit qu'il y a des domaines dans lesquels il est nécessaire de continuer à croître très fort, d'investir en R&D de façon substantielle, même à l'heure de l'IA. Je pense en cybersécurité, on est actionnaire d'une société qui s'appelle Sequoia. Et typiquement, dans le domaine de la cybersécurité, vos concurrents sont les sociétés qui ont une cotation en dizaines ou en centaines de milliards. Et là, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas tenir le rythme. Donc, vous êtes obligé d'investir beaucoup et produire cette hypercroissance. Et c'est ça qui vous rend compétitif parce que votre produit évolue très, très vite. Il y a en revanche des domaines où il n'y a pas de chiffre parfait de croissance, il y a un chiffre de croissance qui vous permet d'être pertinent. Il y a des marchés qui sont plus petits, il y a des marchés où on est un peu plus protégé. Je pense à une société dans notre portefeuille qui fait de la protection civile. Et donc là, quand on vend à des gouvernements depuis 10 ans, on est ancré dans un marché, sur un marché qui ne se compte pas en centaines de milliards dans le monde, mais qui est néanmoins très sophistiqué. Et là, en fait, vous pouvez faire de la croissance rentable. Et vous pouvez être leader d'un marché en faisant 20% ou 25% de croissance. Mais il y a des domaines, et je pense qu'en ce moment, la cyber ou les outils de productivité en sont où il faut croître beaucoup plus vite. Et là, ça appelle du coup, pour les investisseurs, d'être à l'aise avec une partie de consommation de trésorerie, un peu comme on a pu le voir par le passé. Est-ce que tu utilises la Rule of 40 comme critère? La Rule of 40, c'est l'addition du pourcentage de croissance et du pourcentage de rentabilité. Est-ce que ça, c'est un critère pour toi? C'est un critère c'est un sanity check. C'est un moyen de vérifier si on n'est pas dans des ordres de grande, dans des ordres d'efficacité capitalistique qui sont OK. Je crois que c'est très sensible après nous. Je crois que le monde où, donc Rule of 40, qui est la somme de la croissance et de la marge EBITDA,
elle est très très sensible dans le monde qui est après nous, qui est le monde du buy-out. Et je pense que ce dont on peut se féliciter sur la dizaine d'années qui s'est écoulée, c'est qu'il y a une chaîne de valeur dans le financement de la tech et de la fintech de façon plus spécifique, qui s'est énormément structurée. Et je pense que aussi Geoffroy incarne une autre partie de cette chaîne de valeur aujourd'hui, avec quantité de fonds de buy-out qui ne faisaient pas de tech il y a 10 ans, qui aujourd'hui ont toujours de l'appétit pour les sociétés de software. Et ces gens-là deviennent de plus en plus sophistiqués. Et donc nous, ça fait qu'après notre stade, il y a quantité de fonds, j'appelle ça, qui apprécient différentes nuances de growth, 50 Shades of Growth. Mais voilà, chacun va avoir son appétit en termes de risque. Et charge à nous, investisseurs, d'avoir la sophistication de positionner en fonction du domaine quel est l'endroit où la croissance est saine et pertinente. Super, merci. Alors Geoffroy, justement, je ne t'ai pas encore interrogé. Tu peux nous redire un petit mot sur United? Alors je pense que tout le monde connaît United ici, mais redis-nous un petit mot et surtout, redis-nous un petit mot sur le parcours, parce que toi, tu as levé beaucoup d'argent dans cette décennie où le capital était un peu plus abondant. Donc raconte-nous un peu comment ça s'est passé et comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à avoir fait ton IPO. Merci, bonjour à tous. Alors United, c'est un spécialiste historique du crédit aux particuliers européen, créé en 2009 en France, à l'époque où le mot fintech, je pense, n'existait pas, et qui s'est développé dans le crédit en direct aux particuliers, le prêt personnel, et dans le crédit via des partenaires. Donc si vous achetez un smartphone chez Bouygues Telecom, il est très très probable que vous ayez étalé votre paiement 12, 24 ou 36 fois avec United, par exemple. On a levé entre 2009 et 2024 à peu près 400 millions d'euros, dont 200 millions qui restaient fin 2024, qui sont nos fonds propres réglementaires, et 200 millions qu'on avait investis pendant 15 ans. Et en décembre 2024, nous avons fait une nouvelle levée de fonds, parce que c'est une injection de capital de 150 millions en allant chercher des fonds sur Euronext. Donc c'est une cotation en bourse, Euronext Paris, Amsterdam, qui a fait évoluer le tour de table et rentrer au capital un des sponsors de ce SPAC, parce que c'est aussi un mécanisme d'introduction en bourse, qui a à peu près un tiers du capital, qui est un family office américain. Donc effectivement, on a connu les deux phases. La phase capital abondant 2009-2024, avec des critères d'analyse de la part des investisseurs qui est très différent de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on a décidé en 2024 de poursuivre notre parcours en se cotant. C'est une façon d'accéder à la liquidité pour les titres des actionnaires historiques et du management et des fondateurs. Même si c'était une opération de primaire uniquement, le titre maintenant est coté sur Euronext. Donc voilà, c'est une porte d'entrée, on va dire, vers la liquidité qui permettait à l'entreprise de rester indépendante. Les scénarios alternatifs qu'on regardait à ce moment-là, c'était une cession industrielle. Donc on avait des discussions avec les principales banques européennes et quelques fonds de private equity qui auraient investi en majoritaire. On a choisi cette voie-là parce qu'elle maintient l'indépendance, fournit des nouveaux moyens financiers pour le développement de la boîte et aussi parce qu'on a eu un coup de cœur avec ce nouvel actionnaire, ce nouvel investisseur américain, personne privée. Je trouve ça quand même extrêmement audacieux de mettre 150 millions dans une boîte en Europe continentale. C'est son premier deal dans cette géographie, pas dans ce secteur, avec une approche très entrepreneuriale. Et donc pour finir sur le sujet croissance-rentabilité, alors en tant qu'entrepreneur, moi je préfère faire de la croissance. C'est quand même toujours beaucoup plus intéressant, c'est plus stimulant, ça peut créer des opportunités aussi pour les équipes. C'est juste que les taux de croissance attendus, les attentes du marché, de l'investissement en capital ont baissé. Avant, il fallait faire 50 à 100% de croissance annuelle des revenus pour être considéré comme une boîte attractive. Et c'est vrai que la rentabilité n'était pas trop regardée. Je pense que la croissance, ça reste un driver de différenciation entre entreprises aux yeux du monde des investisseurs en capital. Mais maintenant, peut-être une boîte qui fait 20-40% de croissance et qui est rentable, c'est un truc exceptionnel. Et nous, c'est plutôt le track sur lequel on est. Là, on vient de publier nos résultats annuels, faire 150 millions d'euros de revenus nets en 2025 et 55% de croissance des revenus. Et on a annoncé en même temps qu'on était résultat net positif depuis le 4e trimestre. Donc je pense qu'il y a un chemin d'hypercroissance et de très forte profitabilité. On a aussi annoncé qu'on atteindrait 10% de return on equity en 2026. Ça commence à être vraiment pas mal. Et puis c'est un engagement qu'on prend sur les marchés. Donc vous imaginez, on ne peut pas se permettre de ne pas l'atteindre.
Donc voilà, les standards ont baissé. On n'appelle pas la croissance la même chose qu'avant. Et par contre, la rentabilité, qui n'était pas un critère majeur, l'est, mais c'est normal. Hein. En tant que fondateur, de toute façon, si on n'est pas rentable, on n'est pas maître de son destin. Pardon, je peux compléter. Si on regarde le Nasdaq, qui fait référence, j'aimerais dire Euronext, mais ça arrivera. En 2021, la médiane de croissance des sociétés tech, elle était à plus de 30%. Cette année, elle est à 10%. Donc voilà, c'est une réalité aussi de la maturité et des différentes attentes des investisseurs. Moi, ce que je trouve intéressant dans toutes ces discussions, c'est qu'on a vécu de l'argent gratuit. C'était la période un peu bisounours. Il suffisait d'avoir un très bon plan, hyper croissance, tout était très bien. Moi, j'appelle ça le monde vraiment venture. Donc, on cherche l'hypercroissance, on cherche l'entreprise exceptionnelle. Avec le reset des valorisations qu'il y a aujourd'hui, il y a une chose qui est bénéfique, c'est qu'il y a une fusion ou un rapprochement assez fort entre le monde buyout et le monde venture. Dès que vous avez une boîte qui fait une série B, une série Q, qui a quelques millions de chiffres d'affaires, on peut commencer à réellement voir à quoi va ressembler la trajectoire du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et on valorise une société tech toujours un peu plus qu'une société traditionnelle. Ça reste plus scalable, ça reste malléable, ça a toujours un potentiel de croissance plus aisé qu'une entreprise non tech. On parle souvent de multiples d'EBITDA entre 15 et 20. Et si vous faites les maths et que vous tirez les courbes, entre 3 fois ou 4 fois l'ARR qu'on a cité et 20 fois l'EBITDA, on n'est pas loin d'être en fait exactement dans la même ratio. Ce qui permet à une entreprise qui se décroche de l'hyper-rentabilité ou de l'hyper-croissance en série B, de retomber sur un panel d'options de collaboration de financement avec tout le monde, small cap buyout, peut-être plus grand large cap buyout, etc. par la suite. Donc ça permet en même temps, ce reset, de dire ok, je suis plus en hypercroissance, je peux rester fonctionner seul comme entreprise et grandir, ou travailler avec le monde plus traditionnel, parce que ce marché devient un peu plus mature et est évalué comme mature. Et peut-être justement là-dessus, Elina, toi qui faisais principalement de l'investissement en gros, en minoritaire jusqu'à présent, je sais que vous avez commencé à faire de l'investissement plutôt en buyout, donc en prenant des positions majoritaires dans des sociétés. Comment est-ce que tu as effectué ce shift de l'un à l'autre et comment est-ce que tu vois la différence entre les deux? Qu'est-ce qui, encore une fois, sur les critères, qu'est-ce qui permet de faire un buyout quand je suis un entrepreneur? À quel moment je vais me dire, OK, je vais plutôt dans une dynamique d'investissement, faire du gros, ou plutôt faire du buyout comme ce que tu commences à faire? Oui, et ce qu'on a fait, c'est pas tant changer notre fusil d'épaule, ce qui a franchement pas été le cas, que s'adapter à la discussion qu'on avait avec les entrepreneurs. Donc on avait des entrepreneurs qui s'étaient posé la question de relever un tour de table important, une série B ou une série C, donc 20-30 millions d'euros et plus, en reprenant de la dilution, en essayant de trouver un niveau de valorisation ou de retrouver le niveau de valorisation de 2022. Et ce n'était pas vraiment ce que le marché était prêt à payer. Et donc, finalement, ils atterrissaient sur une discussion qui était un peu différente, qui était de se dire, est-ce que finalement, je peux apporter un peu de liquidité à mes actionnaires, ou voire beaucoup. Peut-être qu'ils ne feront pas le multiple sur investissement, mais au moins, qu'ils espéraient en 22 ou en 21, mais au moins, je vais avoir une forme de clarté dans mon actionnariat. Et du coup, nous, ça nous a amené à nous adapter et nous dire, il y a un monde de sociétés qu'on continue à financer, où on est minoritaire et on accompagne des croissances très élevées. Et aussi, on est à l'aise avec la consommation de trésorerie. Et il y a un autre monde où on est en co-contrôle, en contrôle ou actionnaire de référence de sociétés où on va prendre plutôt 40% du capital. Et du coup, là, ce qui est le plus difficile là-dedans, finalement, c'est pas tant de convaincre les entrepreneurs que de convaincre le board, qui est souvent le fruit de multiples tours de table et donc d'un certain nombre d'actionnaires minoritaires qui avaient des attentes de valorisation. Et je pense que voilà, c'est là où notre marché doit converger. Oui, pareil chez EXA. Historiquement, on a construit des sociétés et on a lancé il y a à petit bras en 2023, mais officiellement en 2025, une activité qui s'appelle EXA Scale, où on vient accompagner, au lieu de la création des projets, on vient les accompagner quand ils font 2-3 millions d'ARR. Notre sweet spot, c'est entre 3 et 5. Pour passer ce prochain palier d'être à du 10-15 millions d'ARR pour être vraiment une entreprise tout à fait structurée. Et ça se fait sur des principes de small cap buyout. Donc, c'est des entreprises qui généralement sont devenues rentables ou surfent sur la rentabilité, mais ont besoin de quelqu'un qui les accompagne pour passer à la prochaine étape. C'est typiquement le small cap buyout.
Et pardon, je me permets de compléter là-dessus. Et en fait, donc, ce qui est particulier pour les investisseurs comme Exascale ou nous-mêmes, c'est que certes, les gens qui arrivent après nous, qui viennent du buyout, donc eux ont des exigences de rentabilité qui sont élevées. Il est rare qu'ils acceptent des sociétés qui ne sont pas rentables. Ils sont très, très financiers. Ils ont peut-être une connaissance des opérations et du produit qui est un peu différente de la nôtre. Et donc ça, en fait, c'est une nouvelle compétence dans le marché. Et s'il y a des entrepreneurs dans cette salle, je vous encourage à aller les chercher. Mais qui consiste à bien comprendre le produit, bien comprendre ce qu'il est nécessaire de faire toutefois en termes d'investissement et éventuellement de risque sur les bidas. Pour pouvoir accompagner une vision produit qui est ambitieuse. Et ça, c'est un métier un petit peu nouveau et qui est spécifique à la tech. Top. Geoffroy, là-dessus justement, est-ce que le buyout, ça a été une option pour toi au moment où tu as décidé finalement de partir en IPO? Est-ce que tu as eu justement ces fonds dont Elina parle qui sont intéressés pour regarder des boîtes qui sont peut-être juste à la rentabilité avec encore un peu de croissance et en tout cas qui peuvent démontrer un track à la rentabilité qui est plutôt bon. Est-ce que tu as hésité avec ça? Comment est-ce que tu as pu arbitrer entre IPO et ce type de fonds? En janvier 2024, on a su qu'on devait lever à peu près 150 millions de capital pour passer la fin de la crise de la hausse des taux. Et on a regardé donc différents scénarios. Le premier qui était une cession à un industriel, donc les grandes banques européennes. Le second qui était des discussions avec des fonds de private equity qui sont un peu spécialisés en général quand ils investissent dans le secteur bancaire. Ça peut être des Anacap, des Cerberus, enfin il y a des noms, voilà. Et en général, ces acteurs-là prennent des positions très majoritaires. Le chemin de la cotation. Mais en fait, on ne s'était pas vraiment dit on va s'introduire en bourse. Il s'avère que quelqu'un qui était aux marges de la deuxième voie, donc un fonds de private equity, mais qui était un family office, avait un véhicule d'investissement coté. Et comme on a voulu faire un deal avec lui, et lui avec nous, eh bien, on est passé par ce véhicule coté. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans un processus de cotation, mais qui ne faisait pas partie du tout de nos options initiales. Ça montre qu'il faut être assez flexible aussi, et qu'il existe aussi certains chemins latéraux, quoi, pas nécessairement anticipés. L'avantage de la solution qu'on a choisie, c'est que cet actionnaire est minoritaire, alors que dans le cas de la voie 2, les fonds de buy-out, private equity auraient pris une position majoritaire. Deuxième avantage, c'est une personne physique, donc c'est un entrepreneur lui-même. Je pense qu'on a une chance hallucinante. À mon avis, on peut compter sur les doigts d'une main des étrangers qui sont prêts à mettre 150 millions à titre perso dans une boîte, une scale-up européenne. Et donc l'avantage, c'est que c'est un entrepreneur lui-même qui a une approche très business. Et moi, je me fais beaucoup de rendez-vous B2B très importants et stratégiques avec lui. On bosse sur le produit et il nous pousse d'ailleurs une vision produit et business partnership qui nous stimule énormément. Enfin, le gars a souvent un coup d'avance sur nous. Voilà, donc c'est un parcours très particulier, mais qui montre aussi qu'il ne faut pas être figé sur quelques grands schémas et qu'en cherchant un peu, il y a pas mal de façons différentes de financer sa croissance et son développement. Et juste l'IPO, parce qu'il y a très peu d'IPO aujourd'hui à Euronext, c'était une des rares boîtes qui a réussi à faire ça. Pourtant, c'est une voie, on a parlé du buyout comme étant une nouvelle voie en plus du financement classique, du venture et du growth. L'IPO, ça devrait être une voie finalement pour les entreprises, soit pour lever des fonds, soit pour faire leur exit. Qu'est-ce qui, toi, peut-être les quelques critères qui font que ton IPO a réussi? Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Parce qu'en fait, tu es un des seuls à avoir réussi à faire ça, donc je suis intéressé d'avoir ton retour d'expérience et je pense que tout le monde est assez intéressé là-dessus. Il y en a peu, donc c'est rare, donc ça suscite un peu d'intérêt. C'est, je pense, déjà un premier facteur. Donc, il faut tenter des choses rares. C'est toujours un chemin qui est payant, je pense. Ensuite, il faut être très discipliné. En fait, le monde des sociétés publiques, c'est un monde où tu annonces des choses et tu dois les respecter. Donc, nous, on a annoncé qu'on serait résultat net positif et on a annoncé ça en octobre 2024. Enfin, c'était complètement... de toute façon, c'était le board, ce nouvel investisseur, qui s'était dit on va annoncer ça. Nous, on a dit ok, on le fait, on va y arriver. Mais c'était un peu déraisonnable. Et en réalité, on a tenu cet objectif. Donc c'est un nouveau monde où quand on annonce quelque chose, quels que soient les indicateurs ou la stratégie, il faut l'exécuter. Sinon, on est sanctionné. Pourquoi? C'est pas juste parce que les gens sont pas sympas. C'est juste parce que sinon, les prévisions futures qui sont faites,
les investisseurs ne savent pas quel crédit y accorder, quelle crédibilité. Voilà, donc c'est tenir ses engagements. Et ensuite, c'est construire une equity story qui est différenciatrice, qui plaît et qui intéresse, qui est générateur de croissance et de rentabilité. Nous, notre equity story, c'était on va arrêter de céder les portefeuilles de crédit, on va les garder au bilan, et donc on va conserver une marge qu'on a été obligé de céder ces 15 dernières années. C'est facile à dire, parce que pour la conserver, il faut avoir beaucoup de capital. Mais voilà, et deuxième chose, diversification dans les services de banque au quotidien. On a racheté une fintech qui s'appelle Helios, petite mais très talentueuse équipe de 25 personnes qui a créé une banque en ligne sur le marché de niche des banques digitales vertes. Et donc, on est en train de construire un écosystème de services financiers en entrant sur le même terrain que ceux sur lesquels opèrent des Revolut, des Boursorama, mais avec une stratégie qui nous est propre et très différenciatrice. Pourquoi ? Notamment, c'est qu'on a construit depuis 6-7 ans un écosystème de marchands. Je parlais de Bouygues Télécom, mais il y a aussi Aramis Auto, Iliad, Free, un très grand nombre d'acteurs qui, depuis 5 ans, proposent United comme moyen de paiement étalé à leur checkout. Et ce sont des marques extrêmement puissantes, qui ont souvent des dizaines de millions de clients, et souvent des réseaux de distribution en centaines ou en milliers de points de vente. Eh bien, ces acteurs-là vont jouer un rôle dans le développement de notre stratégie de banque en ligne. Et c'est ça qui la rendra très atypique et que n'ont pas réussi ou pas pu, puisqu'ils ne s'étaient pas construits comme nous, faire des autres grands acteurs de la banque en ligne. Merci. Alors, il nous reste 1 minute. Alors, je vais poser une toute petite dernière question rapide à Quentin et Elina. C'est quoi les conseils que vous donneriez aujourd'hui à des entrepreneurs quand ils doivent faire le conseil que vous devez donner à l'entrepreneur quand il doit faire le choix entre une levée, un buy-out, une IPO? Comment est-ce qu'on choisit ça? Et vous avez que 30 secondes. 30 secondes. Non, beaucoup parler au marché. Il faut parler à beaucoup d'investisseurs, se faire un avis sur un temps relativement long de quelques mois. Et ensuite, je pense partir avec les gens qui permettront d'adapter le profil de la société à ce que profondément la boîte veut faire d'un point de vue business et stratégique. Il n'y a pas de bonne règle en termes d'EBITDA, il n'y a que la règle qui est bonne pour la boîte. Ça, j'y crois profondément. Moi, je pense que quand on démarre, c'est très très important de démarrer avec les bonnes personnes. C'est pire qu'un mariage. Hein. Quand on crée une boîte, on est associé pour très longtemps. Il n'y a pas de divorce facilement faisable. Comme vous l'avez dit, hein, vous êtes tous les deux accompagnés comme des entrepreneurs ou comme des personnes qui connaissent très bien l'opérationnel. Et plus tard, moi j'essaye de toujours dire, essayez surtout d'avoir votre destinée en main. Ne vous rendez pas dépendant d'un acteur. Donc, parler au marché, voir les différentes options. Et puis, c'est une aventure entrepreneuriale, mais généralement, il n'y a pas trop de mauvaises surprises au bout du tunnel. Super, merci à tous les trois. Merci. Merci à tous.